Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche soir. L'équipe de scène de presse conduite par Nathan Kaweb, qui est heureuse donc de vous accueillir pour un échange de citoyens sur les sujets inscrits au débat ce soir. Les parutions de la semaine du quotidien Mutation et du journal La Voix du consommateur nous donnent de parler de la mobilité urbaine, en ce sens que ces deux publications posent le problème de l'identification des motos-taxis à Douala, ce qui est valable pour les autres agglomérations. La population est prise en otage par les conducteurs de motos-taxis au point de suffoquer. Les activités socio-économiques sont au ralenti. L'incivisme urbain prend de l'ampleur. Vous l'avez compris, nous discutons de la problématique des mototaxis et de leur régulation dans le secteur du transport urbain. L'actualité ces derniers temps, c'est aussi la marche vers l'élection présidentielle d'octobre 2025. On ne peut se passer d'en parler. En ce qui concerne l'édition de scène de presse de ce soir, nous nous intéressons au projet d'assistance technique des Nations Unies au cycle électoral 2025-2027. Que prévoit ce projet et en quoi pourra-t-il améliorer substantiellement le processus électoral? Pour traverser ces sujets, la CRTV a l'honneur d'accueillir Frégis Bertrand Chouta. Bonsoir. Bonsoir Sébérin. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis heureux de revenir sur ce plateau que moi-même j'ai l'habitude de regarder sur mon petit écran. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Bounia, entreprise de presse spécialisée dans le secteur de l'automobile et les transports. En face de vous, Timothée Somba Abena, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir au top management de la CRTV, me renouveler l'amitié en m'invitant sur le plateau de scène de presse, émission très regardée le dimanche soir. Journaliste, directeur de publication de La République, La Presse et l'Élite, chargé de recherche au Centre national d'éducation au ministère, au Minérésie. Nous avons tout à côté de vous, Freddy Onana, bonsoir. Bonsoir Séverin et merci de l'honneur renouvelé à mon égard de partager le plateau ce soir avec mes chers aînés, à qui je dis également bonsoir. Merci. Freddy Onana est directeur de publication de Le Décret, c'est le nom du journal. Tout à fait. Je termine par David Melvin Eboutou, bonsoir. Bonsoir Séverin, merci pour cette énième invitation. Ma sympathie à tous les téléspectateurs de la CRTV et particulièrement de scène de presse et toute ma fraternité aux co-discutants de ce soir. Docteur, chercheur en histoire des relations internationales, il aime bien qu'on dise qu'il est panafricaniste. Je suis un militant panafricaniste, effectivement. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci. Merci de répondre favorablement à l'invitation de la CRTV. Vous l'avez certainement relevé dans les journaux de cette semaine. On se félicite de la fin des détournements de fonds dans les forces de sécurité et de défense. En parcourant les unes de l'Œil du Sahel et de la Nouvelle Expression, on apprend que le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazi, en bonne intelligence avec le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Bettia-Somon, et du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbargangele, eh bien, le ministre des Finances a donc mis fin aux fraudes systémiques dans l'armée et la police au sujet des majorations pour enfants des retraités. Et dans les caisses de l'État, cette action commune permet de faire une économie de près de 3 milliards 100 millions de francs CFA. Le journal en ligne Investir au Cameroun, dans un article publié déjà l'année dernière, nous apprend que le ministère des Finances a lancé depuis 2022 un audit qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement permanent du fichier solde de l'État. L'audit de la majoration pour enfants a permis de relever les irrégularités suivantes. Environ 12 846 actes de naissance déclarés faux par les centres d'état civil, environ 4 300 retraités, soit 418 de la police, 3 842 de l'armée et 43 pensions de réversion servies aux veuves des militaires avec au moins un acte déclaré faux. Cet audit a par ailleurs établi une augmentation rapide du montant de l'allocation familiale, un élément de gain servi aux retraités de l'armée et de la police sur la base du nombre d'enfants de plus de 16 ans, plus de 20 ans pour les policiers, élevés au cours de leur carrière. L'exposition du montant de la dite allocation au cours de la période 2010-2021 a engendré une détérioration croissante de la soutenabilité du système des retraites. À la suite des irrégularités constatées, un groupe de travail conjoint entre le MINFI, le MINDEF et la DGSN
a été mis sur pied. D'après le journal Investir au Cameroun, au moment de percevoir leur pension du mois de juillet 2024, les retraités de la police et des forces de défense camerounaises ont constaté une réduction de l'enveloppe qui leur est habituellement servie. Il s'agit d'une mesure conservatoire prise dans le cadre d'un groupe de travail donc conjoint. Ce qu'on lit dans la presse cette semaine est quelque peu inhabituel, vous en convenez. C'est un esprit de collaboration entre les départements ministériels et l'administration publique chargés de la gestion d'un problème donné. Ce n'est pas très courant, c'est à saluer. Timothée. Oui, tout à fait. Dans un contexte où nous parlons régulièrement de solidarité gouvernementale telle que prescrite par le président de la République, le chef de l'État, voir un groupe de travail conjoint tripartite de 3 administrations sectorielles qui décidaient de tordre le cou à une pratique qui mettait à mal les finances publiques est une initiative à saluer et à féliciter. Nous ne pouvons que souhaiter que cela se reproduise et se pérennise dans le temps pour que toute la fonction publique de façon globale puisse être assainie. Frégis, est-ce qu'on a fait un pas? Oui, on a fait un grand pas. D'abord dans la solidarité gouvernementale, c'est à saluer. Mais on a fait aussi un pas dans la lutte contre la fabrication des faux documents. Et j'ai été particulièrement étonné de constater qu'on a pu remonter la file pour retrouver effectivement ceux qui s'étaient laissés aller à la fraude et ceux qui avaient effectivement des actes en bonne et due forme. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une partie de ces personnels ciblés par la commission tripartite qui ont dû apporter des preuves de leur bonne foi et dont le soldat a été réhabilité. Oui, parce qu'il y a eu une phase de contentieux. Il était question pour ceux qui étaient ciblés de pouvoir présenter les documents valables. Effectivement, c'est donc un pas. Et c'est un deuxième pas parce qu'on se souvient qu'avant cette opération, il y a eu les fonctionnaires et autres agents de l'État relevant du Code du travail. Il y a eu une opération d'assainissement lancée par le ministère des Finances, lui seul cette fois, et qui avait déjà permis de collecter, en tout cas d'engranger à peu près 30 milliards d'économies. Donc c'est très encourageant pour le gouvernement. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on peut, à partir de cette expérience, résoudre un autre problème, celui de la double identité, qui fait qu'une grande partie des Camerounais aujourd'hui ne peuvent pas avoir une carte nationale d'identité. Donc je pense que cet exemple peut être mis en œuvre pour permettre à ceux qui aujourd'hui revendiquent un nom mais ne peuvent pas le prouver, de remonter une fois de plus au niveau de l'acte de naissance qui est le premier document de tout Camerounais pour retrouver effectivement l'identité et donc résoudre ce problème. Alors je pose la question à Freddy et au docteur Eboutou. Est-ce que l'acte est politique courageux? Nous sommes d'accord que c'est un acte courageux parce que ça concerne quand même des administrations de souveraineté qu'on ait à prendre ce type de décision. C'est un acte politique courageux. Est-ce que le MINDEF, le MINFI et la DGSN, ce qu'ils font est de nature à stopper véritablement la saignée? On parle de 35 milliards qu'on aurait perdu quand même pendant la période. Oui, moi je pense que c'est un acte courageux qu'il faut saluer, surtout que cette saignée commençait à durer. Il faut peut-être regarder cette affaire dans une approche holistique, c'est-à-dire d'ensemble. Vous savez que trivialement, on parlait de Mboma, pour parler aux Camerounais qui comprennent ce phénomène-là. Et le Mboma, c'était quoi? C'est cette affaire-là où vous allez au ministère des Finances, muni de vos faux documents, et puis on insère votre nom à travers de fausses informations qu'on renseigne dans votre fichier solde, et puis vous vous retrouvez avec un salaire, un solde de 10 fois plus que ce que vous gagnez. Et ce qui nous revenait, c'est que cette affaire a été mieux entretenue auprès des forces de maintien de l'ordre. C'est eux qui en étaient presque les spécialistes, d'où le nom Mboma, donc qui vient de serpent bois, pour dire avaler gros, plus gros que son ventre, plus gros que son cœur. Donc voir donc qu'il y a des mesures qui sont entreprises aujourd'hui pour stopper cette saignée ne peut qu'être salué. Et effectivement, vous avez raison, ça demande un certain courage, parce que si
pendant longtemps, cela a duré, c'est parce qu'on disait qu'on ne s'attaque pas aux forces de l'ordre n'importe comment, aux forces de sécurité, parce que c'est le ventre mou de la République, c'est des gens qui protègent le Cameroun. Et aujourd'hui, on voit donc qu'il y a une levée de boucliers contre ce phénomène-là qui a asphyxié pendant longtemps l'économie de notre pays. Et cela est d'autant plus salutaire en ce moment où nous connaissons que le Cameroun traverse d'énormes difficultés au plan économique. Ce sujet pose deux problématiques. La problématique de la fiabilité du système camerounais d'état civil et la problématique de la gestion de la natalité. Parce que lorsque nous nous rendons compte que c'est grâce aux faux actes d'état civil, donc naissance, mariage, que ces militaires, ces forces de défense et de sécurité à la retraite ont pu bénéficier indûment de l'argent de l'État, on se pose bien la question de savoir où est-ce qu'ils ont obtenu ces faux actes d'état civil. Donc, ici, on est obligé d'interpeller le BUNEC. Où en est-on avec la réforme de l'état civil, avec la sécurisation des différents fichiers d'état civil? Parce que si on fait un audit de l'état civil dans plusieurs administrations publiques au Cameroun aujourd'hui, on aura des révélations fracassantes. Donc, il est question d'assainir véritablement l'état civil. Le deuxième problème, c'est la gestion de la natalité. À mon sens, on devrait faire un saut qualitatif vers l'équité dans ce domaine. Le fait qu'on récompense, entre guillemets, ceux qui ont plus d'enfants au détriment de ceux qui ont moins d'enfants crée une certaine frustration qui fait que ceux qui n'ont pas seraient tentés d'obtenir des faux actes d'état civil pour bénéficier. Et pourtant, on peut gérer la question de la natalité d'une autre manière, une manière plus équitable, en mettant sur pied un système forfaitaire d'allocation familiale qui serait égalitaire pour tous les parents, pour tous les agents publics. De sorte, parce que nous savons qu'il ne suffit pas d'être soi-même géniteur pour pouvoir s'occuper des enfants. En réalité, il faut aller au-delà de ces trois ministères, de ces trois départements ministériels. Aujourd'hui, le phénomène, au-delà de ce que mon ami Essomba rappelait, est davantage celui de s'attaquer à la corruption. Parce que si il y a des fluidités, il y a des fuites qui font qu'à chaque fois, des gens peuvent se retrouver avec des dus qui ne leur reviennent pas. Normalement, c'est parce qu'il y a des failles structurelles au niveau du service en charge justement de produire ces soldes-là. Et donc, je crois que le ministère des Finances aujourd'hui, notamment son chef de département ministériel, devrait davantage travailler à crédibiliser son système fichier solde en rapport avec le travail formidable qui est fait au ministère de la fonction publique pour qu'on n'en arrive plus chaque fois à trouver des voies et moyens pour empêcher de telles saignées. Je pense que cette décision est très courageuse et c'est le lieu également ici de féliciter le ministre de la Défense, le ministre des Finances, le DGSN, parce qu'ils sont dans leur mission régalienne. Bien évidemment, vous vous rendez compte que la presse a accompagné cette décision cette semaine en faisant l'effort d'informer un plus large public. Pour dire que lorsque c'est quand même bien fait, lorsque les décisions sont prises dans le sens de préserver les intérêts de l'État, la presse joue son rôle d'accompagner les institutions publiques. Cependant, cette décision, ce problème révèle le mal-être de notre société. C'est-à-dire que les Camerounais, presque, ou certains, font tous les efforts par des voies de corruption pour, dès lors qu'il y a une faille où quelqu'un peut gagner de l'argent, ils n'hésitent pas à y introduire des faux documents ou alors à corrompre les personnes qui sont destinées à mener cette opération. Rendez-vous compte que c'est depuis 2010, entre la période 2010 à 2020, 2020-2021, que cette opération a été menée. Cet audit a été mené. L'État a perdu plus de 30 milliards de francs. On parle de 35 milliards. Voilà, 35 milliards. Eco Matin et puis Cameroun Eco Business, il parle de 35 milliards. Voilà, merci, c'est vrai. Ces 35 milliards auraient pu être investis dans d'autres projets structurants, parce qu'en ce moment, le Cameroun a effectivement besoin d'argent. Et le ministère des Finances, qui est mieux placé pour parler d'économie monétaire, est chaque année obligé d'aller de mettre un emploi obligataire ou aller d'aller chercher des fonds au FMI. Pourtant, il y a ici des poches de dépenses qui ne sont pas contrôlées. Maintenant, cela pose un autre problème. Tout à l'heure, Timothée parlait du rôle de la numérisation de l'état civil au Cameroun. Parce que lorsque l'audit a été lancé en 2024, il a été demandé à tous les personnels militaires et des forces de la police de présenter les documents, les actes de naissance qui sont les premières pièces nécessaires. L'État a mis des moyens
pour pouvoir stopper la saignée. Et pour revenir à mon propos liminaire, je voudrais indiquer que c'est une action courageuse à féliciter, à saluer. Il faudrait que davantage la synergie gouvernementale se manifeste à ce niveau pour qu'on puisse justement ressentir qu'il y a un effort qui est fait, qu'on puisse ressentir que l'État joue son rôle et préserve les intérêts. Maintenant que les torts sont établis, documentés même, et au-delà de ce que le journal Panel Hebdo assimile à des mesures fortes de lui, Paul Moutazé, quel sort faut-il réserver aux personnes qui sont coupables? Ces personnes ont détourné l'argent de l'État. Vous voyez la prison, vous voyez les ordres de recettes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, il faut... 35 milliards, c'est quand même beaucoup. Hein. Non, il faut logiquement des suites judiciaires. Il faut logiquement des suites judiciaires. Normalement, c'est la procédure. Il faudrait que des gens remboursent le trop perçu. Il faudrait que ces gens-là, au-delà même d'un simple remboursement, que d'autres mesures plus contraignantes soient engagées à l'encontre, parce qu'il y va également d'une certaine pédagogie de cette opération-là. Qu'est-ce qu'on envoie comme message à ceux qui seraient tentés justement d'engager ce genre d'opération frauduleuse? Mais au-delà, à côté de ce plaidoyer qui veut que je souhaite qu'on aille dans l'aspect judiciaire, il y a que je souhaite également qu'on poursuive avec la dématérialisation. Parce que le problème qui est même à la base de cette affaire, c'est aussi le contact entre agents, la manipulation des espèces qui a conduit à cette... Regardez par exemple le travail formidable qui est fait au niveau de l'opération Aigle à la fonction publique, en ce moment où, pendant longtemps, quand vous passiez devant le ministère de la fonction publique, vous aviez un trop plein de monde et vous demandiez ce que ces gens faisaient là. Et une fois que vous alliez discuter avec un jeune, on vous disait non, on a été convoqué dans telle direction. Il fallait absolument compiler des documents sur documents qui se perdaient même. Parfois, vous les retrouvez entassés dans des cartons à longueur de journée. Et aujourd'hui, avec la dématérialisation systématique et systémique, on a bien l'impression qu'il y a des choses qui se font un peu plus automatiquement. Donc, je crois que si on met un accent sur ce côté-là, on n'en sera plus dans quelques années à revenir se plaindre ici sur une éventuelle saignée. Mais je reste quand même sur ma soif quand je parle de cette affaire-là, parce que il faut parfois rappeler que, au-delà du fait qu'on félicite les chefs de département ministériels qui s'engagent dans cette lutte aujourd'hui, c'est eux également qui sont à pointer du doigt à un certain niveau, parce que c'est eux qui nomment ces personnes qui mettent souvent beaucoup de temps à ces fonctions-là et qui finissent par créer une certaine routine avec leurs fonctions, avec leurs collaborateurs, et donc qui créent des automatismes qui font que finalement ça devient leur maison, des directions deviennent leur maison, et donc connaissent facilement comment manipuler le fichier pour se retrouver à enrichir des personnes et à faire des opérations derrière. Parce que vous dites tout très bien, tout le monde fait un tour, vous et nous avions déjà fait au moins un tour au ministère des Finances. Il y a des jeunes qui rôdent là tout autour et qui sont prêts à vous prendre des documents, à vous débloquer des situations les plus verrouillées, moyennant parfois des pourcentages, 5%, 15%, je n'invente rien. Ça, c'est connu. Et donc, je crois bien que si nous, usagers, avons ces informations, les chefs des départements ministériels qui tournent à la tête de ces départements-là ont ces informations. Quelles sont les mesures qu'ils prennent pour qu'à long terme, on ne revienne pas dans 5 ans sur ce même plateau, dire que le phénomène est revenu. Donc, je crois qu'il y a des choses à faire en amont pour qu'on n'ait plus à venir débattre de ce genre de situation. Quels sont réservés aux pensionnés effectivement reconnus coupables? Bon, je pense que lui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dans le cas d'espèce, l'État n'est pas exempt de tout reproche. Bien sûr. Parce que c'est la porosité de son système qui a facilité la fraude. Donc aujourd'hui, on a pu stopper la saignée. On parle quand même de policiers, militaires, gendarmes à la retraite, des gens qui ont servi le pays, des gens qui ont un certain coefficient d'information, qui ont un certain coefficient de dangerosité. Alors il faut fermer les yeux sur le passif? L'amnistie juridique existe. Moi, je pense qu'on doit procéder à une sorte d'amnistie pour ne pas se retrouver... Il y a une dimension pédagogique dans cette affaire. Je suis d'accord que sur la faites-vous de cette dimension-là pédagogique. De ceux qui regardent et qui se disent que demain, on va le faire parce qu'on va nous amnistier? Non, non. Lorsqu'on a aboli l'apartheid en Afrique du Sud, la clé pour avoir une société à peser, parce qu'il y a la dimension sociétale, la paix sociale, c'était de déclarer de l'amnistie. Il y a une loi de 91 qui a réhabilité des personnes qui avaient été condamnées au crime. Parce que le but
le but de la gouvernance est d'abord de rechercher la paix sociale. Vous voyez que Alors, les 35 milliards, on les oublie. On continue la pédagogie. Les 35 milliards qu'est-ce qu'on fait ont circulé dans l'économie du Cameroun. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Ce ne sont pas des Tchadiens, des Centrafricains qui percevaient. Ce sont des Camerounais qui ont acquis des lopins de terre, qui se sont établis en Kozoa, en Kouaban, partout dans la République. Si on décide d'aller jusqu'au bout, si vous voulez saisir leurs biens, oui, l'État a tous les moyens. On peut saisir leurs biens, mais moi je pense qu'il faut aujourd'hui amnistier et mettre sur pied de véritables réformes pour que cela n'arrive plus. C'est trop facile. On parle aujourd'hui d'Aigle. Aigle, c'est bien. Mais il y a quelque chose sur laquelle nous autres attendons le gouvernement depuis un bon moment. C'est la réforme des organigrammes des institutions publiques. À mon sens, beaucoup d'organigrammes ne sont plus capables d'anticiper et de gérer ce type de fraude. Heureusement qu'on parle bien ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il faut qu'on copie ce qui se fait de bien ailleurs. Regardez la CNPS. Il y a une refonte totale des organigrammes à travers ce que Nicole de Koopman appelait la privatisation de l'administration publique. C'est-à-dire qu'on emprunte les mécanismes de gestion privée efficaces et on les adapte dans la fonction publique. Ça permet de réduire le nombre de directeurs et autres, de réduire la chaîne administrative. Parce que quand vous prenez dans la fonction publique, on commence chef de bureau, chef de service, sous-directeur, chef de cellule, directeur, DAG. C'est long. Mais ça fait partie de ce que vous-même vous avez appelé la paix sociale. Il faut trouver de l'emploi aux uns aux autres. Il faut que tout le monde soit satisfait. Tous ces éléments entrent dans le maintien de la paix. Chacun se sente concerné par la gestion du pays. Oui, c'est possible. Mais on peut les employer ailleurs. Réduire les organigrammes, performer les organigrammes ne signifie pas envoyer les gens au chômage. Ils peuvent être affectés à d'autres services. Parce que, voyez-vous, la chaîne est tellement longue pour le traitement des dossiers que la corruption devient facile. Parce qu'il faut que chaque chef vise un dossier. Freddy. Donc, je suis pour l'amnistie à ce niveau, mais il faut des mesures avant-gardistes pour que cela n'arrive plus. Oui, pour répondre à votre question, moi, je crois que la loi, c'est la loi. Et puis, elle s'impose à tout le monde. S'il faut commencer l'amnistie maintenant, je pense que certains sont allés en prison parce qu'ils avaient détourné 50 millions, 60 millions. Nous sommes là dans le cas d'un détournement de deniers publics avec préméditation. Bien sûr. C'est-à-dire que quelqu'un allait corrompre un agent d'une mairie, un état civil, qui lui a établi un faux acte de naissance. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de ces enfants, certains n'existent même pas. Beaucoup d'enfants, certains n'existent pas. Bien sûr. Des actes qui ont été produits. On parle de 838 personnels de force de défense qui ont reconnu sur procès verbal qu'effectivement ils ont produit de faux actes de naissance des enfants. Et vous voulez que ces personnes-là soient amnistiées, qu'on leur dise, bon d'accord, on vous pardonne, allez rester au quartier, continuez à dans l'État. C'est impossible. C'est trop facile. Il faut avoir moitié pardon. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Justement, c'est ça le rôle de l'État. L'État est un monstre froid. L'État vient de démontrer qu'on peut vous laisser faire vos sales besoins autant d'années que vous pouvez, mais au moment, l'État vous rappelle que je suis le maître, c'est moi qui dirige. Et c'est vraiment pour terminer, je voudrais indiquer que le problème n'est pas au niveau du ministère des Finances seulement. Le ministère des Finances avait fait un constat, c'est que entre 2010 et 2021, le nombre de personnels retraités avait augmenté de passer à 60%. Et la masse salariale dédiée au paiement de ces comptes et dépenses était passée à 98%. C'est ce qui a donc attiré l'attention du ministre des Finances. Le problème, c'est au niveau, les dossiers sont déposés dans les administrations respectives, c'est-à-dire au ministère de la Défense, notamment à la direction. Mais c'est pour ça qu'il y a eu un groupe de travail conjoint. Je veux dire qu'en amont, il y a le MINDEF et la DGSN. Le ministère des Finances est juste là pour débloquer le financement. Le ministère des Finances n'étudie pas les dossiers des pensionnés. Les dossiers sont déposés au ministère de la Défense, par exemple, c'est à la DAR, à la Direction des affaires réglementaires et administratives. Où, heureusement qu'il y a, depuis quelques années, un haut cadre de l'armée camerounaise, le colonel Ayan, qui abat un travail important. Et c'est sur la base de ce travail et de ces équipes que nous avons ces résultats aujourd'hui. Et cela continue également au niveau de la DGSN, qui remonte dans les dossiers au niveau du ministère des Finances, qui exécute uniquement les paiements à travers un compte de dépenses qui est dédié à cet effet. Frégis, je rappelle que depuis près d'une dizaine d'années, cette opération, c'est peut-être les résultats qui nous font que nous en parlions aujourd'hui, mais le gouvernement a entrepris d'accélérer ce qu'on appelle là-bas au ministère des Finances la rationalisation de la dépense publique. Et dans ce cadre-là,
on a engagé une succession d'opérations visant à assainir le fichier sol de l'État. Et on a enregistré par exemple plusieurs opérations. L'opération de comptage physique du personnel de l'État en 2018. On a eu l'audit des rappels indus prétendument payés aux retraités conduit par le Consupé entre 2018 et 2020. L'audit de la solde consulaire en 2020. L'opération de contrôle de sécurisation du fichier des ayants droit et pensions d'invalidité entre 2019 et 2021. L'opération de contrôle et suppression des matricules multipliées réalisée en 2022. Le recouvrement des fonds virés dans les comptes des décédés mis en œuvre entre 2020 et 2022. L'audit des bons de caisse des décédés effectué en 2023. Le recensement des décédés opérés entre 2022 et 2024. C'est dire qu'il y a un ensemble d'opérations qui sont maintenues. Mais à chaque fois, on décèle quand même, on voit des coupables. Qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas eu de mesures fortes, il n'y a pas eu de sanctions. Et les sanctions ne doivent pas être prises uniquement à l'encontre des usagers. Absolument. Il faut Mais en bien 2024, déjà, les retraités de l'armée, de la police ont constaté que dans le bulletin de salaire, il y a eu des coupes. Tout à fait. C'est une sanction, peut-être qu'on n'en a pas suffisamment communiqué. Ce sont des retenues. Oui. Mais il faut que cette opération soit élargie, que ceux qui ont, à un moment donné, été au cœur de cette opération de fraude eux aussi soient sanctionnés. Je parle des personnels de l'État. On a vu que dans le cadre des fonds Covid, par exemple, lorsqu'on avait mené des enquêtes, il y avait eu des retenues sur le solde des personnels de l'État, des fonctionnaires. Donc il faut que ceux aussi qui sont restés derrière leur bureau et qui ont encouragé ce système et qui soient frappés. parfois sont ceux qui suscitent. Oui, parce qu'ils connaissent les mécanismes et ils donnent des conseils. De lui donner mon bulletin de solde pour qu'il me fasse aller en mission sans que je ne sois allé en mission. Effectivement, donc c'est ça parfois, que ce sont je parlais tout à l'heure. Ce sont que les chefs d'orchestre, ils connaissent mieux le système et ils maîtrisent les mécanismes, le circuit d'acheminement. Ils connaissent les failles de leur système. Et donc, c'est eux qui vous donnent des conseils. Il faut qu'eux aussi soient frappés. L'autre problème, c'est que, comme disait Timothée, on est dans un pays qui est resté un peu en amorphe depuis longtemps. Les questions comme le recensement général de la population auraient permis d'avancer sur un certain nombre de dossiers. Aujourd'hui, on n'a pas les données concrètes sur beaucoup de choses concernant le fonctionnement de l'État. Ça permet donc que n'importe qui puisse développer un mécanisme et puis se faire de l'argent. Je rappelle qu'à l'époque de Louis-Paul Motazé, par exemple, quand il était directeur général à la CNPS, on pouvait vous faire le rappel de toutes les années. Vous n'avez pas perçu vos allocations. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Dès que l'enfant est passé 5 ans, c'est terminé. Plus voilà. de rappel. Donc, quand vous avez, aujourd'hui, on ne rappelle même plus que 2 ou 3 ans, je crois. C'est un réel problème. Donc, il faut que des réformes, parce qu'aujourd'hui, comme on le sait tous, le Cameroun a besoin d'argent. Et ce n'est pas toujours au FMI qu'il faut aller trouver ces ressources. On a des niches qui peuvent permettre aujourd'hui de générer des économies pour financer l'activité. Je voudrais indiquer en 10 secondes que la retenue dont il est question, la retenue de solde dont il est question de juillet 2024 concernait uniquement la majoration pour enfants. C'est-à-dire que les retraités avaient normalement leur pension, mais la retenue concerne uniquement la majoration pour enfants. Et ceux qui ont présenté des pièces conformes, authentiques, vont recevoir le rappel de cette majoration pour enfants. Au ministère des Finances, le ministre Louis-Paul Motazé salue cette parfaite collaboration entre les administrations. Nous avons dit le MINDEF et puis la DGSN et on pense que cette collaboration va continuer parce qu'elle vient de nous apporter des résultats qui sont bien connus. Parlons des activités marquant la Semaine internationale des archives 2025 au ministère des Relations extérieures. Les séances de travail entre le personnel en charge des archives et de la documentation et celui de certaines administrations et sociétés d'État ont été l'occasion d'analyser les défis dans ce secteur d'activité et de partager les expériences dans le traitement et l'accessibilité des archives dans les administrations respectives. Sur la question des archives, regardons le ministre délégué chargé de la coopération avec le Commonwealth, le ministre Félix Mbayou. La célébration de la Semaine internationale des archives au ministère des Relations extérieures est axée sur la promotion de la communication autour de l'accès aux archives diplomatiques afin de permettre une meilleure visibilité
des archives diplomatiques auprès du public en vulgarisant les procédures permettant leur accès. Mesdames et messieurs les gestionnaires des archives diplomatiques, je vous invite donc à mettre en avant vos actions pour rendre ces derniers plus accessibles, inclusives et innovantes, en mettant en lumière vos outils les plus précieux. Depuis l'intrusion des engins à 2 roues dans le secteur du transport urbain à la faveur de la crise économique des années 1990, l'État a tenté à plusieurs reprises de réguler l'activité des mototaxis. Le quotidien Mutation et le journal La Voix du consommateur, dans leur parution de cette semaine, posent le problème de l'identification des mototaxis à Douala. Là-bas, l'opération lancée par le maire de la ville se heurte à la résistance de certains conducteurs de mototaxis, d'où d'ailleurs le titre de Mutation, le frein des mototaxis. Et les conséquences sont bien connues, la population suffoque, les activités socio-économiques sont au ralenti, l'incivisme urbain prend de l'ampleur, les poches d'insécurité se multiplient. Les mototaxis favorisent, nous en sommes conscients, la mobilité urbaine, mais en même temps, une opinion bien partagée indique que cette activité qui se déploie hors de toute régulation pose d'énormes problèmes. En plus de l'insécurité, des cas d'agression, de vol, de cas de détournement d'itinéraire, il y a le risque sanitaire qui est élevé. Vous avez des cas d'accidents graves. Alors, est-ce que face à ce qui se passe à Douala, à Yaoundé et partout ailleurs, vous avez le sentiment qu'on est en panne de solutions pour la régulation de cette activité des mototaxis? Oui, on est bien tenté de penser qu'on est dépassé par les événements. Quand on traverse Yaoundé, quand on traverse Douala, nos grandes villes aujourd'hui, nos grandes métropoles, quand on voit le désordre urbain animé par les bruits de moteur de ces motos, on est bien tenté de penser que le gouvernement se lasse quelque part. Mais la réalité, c'est que le phénomène des mototaxis se trouve aujourd'hui. C'est un phénomène à saisir dans la confluence de plusieurs enjeux. Un enjeu à la fois politique, économique, social et même sécuritaire. Parce qu'en même temps que le gouvernement voudrait résorber la question du chômage, il y a que des jeunes qui sortent des écoles, qui n'ont rien à faire, ont au fait de trouver en ce secteur d'activité-là une source d'activité éminente qui peut leur servir de joindre rapidement les deux bouts. Donc, cette activité des mototaximans n'est plus simplement un réceptacle pour exclus de la société, pour ceux qui n'ont pas toujours trouvé le bonheur à l'école. Et ça pose donc un réel problème politique. Et donc, en même temps, un problème économique. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours porter un regard dépréciatif sur cette affaire-là. Il y a également que, on est obligé de le reconnaître, c'est quand même un phénomène qui vient résoudre un certain nombre de problématiques. Vous savez que de plus en plus, nos grandes métropoles deviennent larges. Et puis, il y a de nouveaux quartiers qui se créent et ce n'est pas... Le transport public est très difficile à organiser. Et tout ceci fait que les populations ont trouvé en cette nouvelle façon de se déplacer quelque chose de formidable pour gagner un coin à l'autre. Quand vous êtes, par exemple, vers chez moi à Mimboman et que vous vous retrouvez au petit carrefour Mimboman, que vous devez traverser la nouvelle route Fécom pour aller à Chapelle, deuxième Chapelle, ainsi de suite, aucun taxi ne vous y amènera. Vous êtes obligé d'emprunter une moto. Donc, voyez-vous, c'est aussi une réponse à un problème social, à un problème démographique. Et je crois que ce qu'il faut mettre en avant ici, c'est davantage la régulation. Et c'est là où on doit donc interpeller le rôle de l'État, de la gouvernance, qui doit
vraiment s'activer à organiser le secteur. Et j'entends par organisation ici la dimension qui met en avant l'aspect sécuritaire. Intégrer justement un certain nombre d'institutions, la police, la gendarmerie, pour ne pas laisser libre cours à ce qui se fait et qui est dénoncé au sein de cette activité aujourd'hui, à savoir que tout le monde s'est immiscé. On dépouille maintenant tout le monde à partir des heures indues parce que le secteur n'est pas contrôlé comme on l'aurait souhaité. Et il y a également des autres qui fait que dans cette activité aujourd'hui, on retrouve une catégorie de personnes qui semblent ne pas vouloir se soumettre aux conditionnalités dictées par l'ordre gouvernant. On vous a parlé des casques, par exemple, il y a quelque temps. Il ne me semble pas rencontrer au quotidien des mototaximans avec des casques, ni eux, ni les personnes qu'ils transportent. Donc c'est un réel problème. Et même au niveau de l'identification, il me semble que ces gens-là fonctionnent par quartier, par secteur, par mairie, par arrondissement. Mais c'est très difficile. Alors, Frégis, c'est votre domaine. Vous avez une publication qui s'occupe particulièrement des questions de transport. On est d'accord avec docteur, vous devez savoir que les mototaxis contribuent à la réduction du chômage. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent là-dedans. Ils facilitent aussi la mobilité urbaine parce que le transport dans nos villes est difficile à organiser. C'est là qu'on pense donc les déficits de taxis normaux, des bus aussi. Cela soulage les populations établies dans les quartiers périphériques encore enclavés. Mais pour autant, doit-on fermer les yeux sur les risques de ce mode de transport? Non, on ne doit pas fermer les yeux. On doit revenir à la genèse. Pourquoi est-ce que l'importation des motos a explosé? C'est parce qu'à un moment donné, des populations vivant dans certaines localités n'avaient pas de moyens de locomotion. Les questions de mobilité étaient compliquées et puis on a très bien vu que ceux qui avaient des motos avaient des revenus importants. Le gouvernement a ouvert les vannes, on a une importation massive. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'État croit pouvoir tout faire alors qu'il n'en a pas les moyens. On n'avait pas œuvré, premièrement, dans l'encadrement des organisations syndicales. On a continué à gérer les syndicats comme des structures relevant de l'opposition, alors que c'était des structures qui pouvaient jouer un rôle important dans l'accompagnement du gouvernement. Aujourd'hui, le secteur des motos n'est pas organisé parce que les syndicats ne sont pas organisés. Si les syndicats avaient une vraie place dans la stratégie gouvernementale, ce problème devait être réglé. Par exemple, des syndicats devaient avoir une catégorie de mototaximans, des mototaximens, qu'elles gèrent, qu'elles surveillent. Cela aurait permis qu'une opération comme celle qui est en train d'être lancée aujourd'hui, qui connaît les mêmes problèmes qu'une autre. Chaque fois qu'il y a eu une menace de grève, les syndicats se retrouvent au ministère du Travail pour négocier avec le gouvernement. Ces syndicats sortent d'où? Est-ce qu'ils ne sont pas légalement établis? Je suis surpris que vous arriviez à nous dire que il n'y a pas de syndicats dans ce secteur-là. Non, il y a les syndicats, mais je veux dire que... au ministère du Travail pour discuter avec le gouvernement. Effectivement, il y a des syndicats. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais la place centrale que le gouvernement leur accorde dans la stratégie de structuration et d'organisation du secteur du transport par moto n'est pas celle qui devait être. Pour nous qui avons des voitures, on sait aujourd'hui que nous avons par exemple l'obligation, si on veut circuler en ville, d'avoir une assurance, un permis de conduire, une vignette de visite technique, etc. Parce que l'État a pris les moyens pour le faire. On n'a pas eu besoin de syndicats. Aujourd'hui, dans le secteur des taxis, la mesure est en train d'évoluer. De moins en moins, vous verrez des taximens qui n'ont pas tous les papiers. Avant, par exemple, on pouvait avoir une visite technique sans déplacer le taxi. Aujourd'hui, l'État a mis les moyens, avec l'appui des syndicats, pour que cela soit structuré. Aujourd'hui, il y a un laisser-aller dans le secteur des motos. N'importe qui peut se lever, avoir 200 000 pour prendre une moto d'occasion ou avoir 500 000 pour prendre une moto à l'état neuf, l'acheter et la minute qui suit, il est en route, ce qui n'est pas possible. Et ce n'est pas l'État qui va venir veiller à ce que cela soit fait. Il faut qu'il y ait des organisations syndicales qui sont mises au centre de la stratégie pour veiller, parce que c'est elles qui sont sur le terrain. Et donc voilà un gros problème qui justement permet que des bandits de grand chemin, que d'autres dérives s'observent dans le secteur. Donc, de mon point de vue, il faut que l'État comprenne qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens
Parce que d'abord, il y a trop de motos. Maintenant, prenons le cas, la couverture géographique est trop importante. Prenons le cas d'une ville comme Douala, où justement l'État, je mets ici l'État, le maire de la ville, effectivement, décide d'organiser l'identification des conducteurs de mototaxi, d'un pour des problèmes de sécurité personnelle, parce que quand on sait tel est dans cette activité-là, on sait au moins comment le surveiller. Maintenant, pour la sécurité des populations, aussi des citoyens. Et que parmi les mototaxis, il y en a qui se lèvent, qui refusent cette opération-là. Qu'est-ce qu'on fait? Il fallait s'appuyer sur les syndicats, on revient là-dessus une fois de plus, parce qu'aujourd'hui, premièrement, ils ne comprennent pas la raison pour laquelle ça se fait. C'est une opération qui est organisée à la veille des élections. Alors, ce n'était pas au maire de la ville de faire cette organisation. Je pense que le maire aurait dû vraiment s'associer aux syndicats. Ce n'est pas seulement sur le problème des motos. Hein. Je peux citer 1 milliard de situations dans lesquelles l'État s'est attaché les services des organisations syndicales pour faire évoluer une affaire. Je prends par exemple le système de gestion et de suivi des marchandises dans les camions. C'était très difficile pour les conducteurs de camions et les propriétaires de camions de comprendre qu'on leur demande de payer de l'argent pour s'équiper en caméra pour soi-disant lutter contre les accidents de la circulation. Mais l'État a vu juste, en associant les syndicats, qui eux ont le message, qui eux savent parler à leurs syndiqués, à leurs membres, pour leur dire que voilà, c'est important aujourd'hui d'équiper ces véhicules, ces camions de caméras, parce que ça permet d'avoir un certain nombre de résultats. Et c'est là que les syndicats ont joué un rôle favorable. Timothée et Freddy, cette affaire de moto-taxi, ça devient, comme on dit, un véritable serpent de mer. On a eu parfois l'impression qu'on va vers une solution, parce qu'il y a eu un moment où on vous disait l'exercice de cette activité serait désormais soumis à la satisfaction de 4 modalités, à savoir la présentation d'une carte nationale d'identité, ce qui n'est pas toujours le cas, la présentation d'un permis de conduire A, la présentation, il faut avoir des chasubles, il faut une immatriculation de la moto. Mais tout ça est dit, mais on ne voit pas l'application sur le terrain. Lorsque vous échangez avec certains mototaximans, ils vous disent que souscrire à ces formalités nécessite un budget et que ce qu'ils gagnent sur la moto ne leur permet pas de souscrire aux dites formalités. Mais est-ce que cette raison est valable? Vous vous engagez à faire une activité, il faut bien vous conformer à et c'est donc là cette activité que la question syndicale intervient. Qui contrôle l'activité des motos? Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le déploiement de l'État est tributaire de la mise à disposition des fonds. Qui va contrôler l'activité des motos? La meilleure manière, c'est de copier ce qu'on a fait dans le transport. On a vu à Yaoundé, par exemple, les maires des communes essayer d'organiser, chacun à sa manière, l'exercice de cette activité. On a vu les limites que cela a apporté, parce que les frictions qu'il y a eu avec les agents des communes, parce qu'on veut que les gens soient organisés, qu'ils aient un stationnement, qu'ils puissent respecter la circulation routière, ça n'a pas marché. Oui, ça c'est toujours parce qu'en amont, on prend des décisions pour les autres. Pour les autres. On a pris la police municipale. Vous voulez dire quoi? Que les mototaximens s'organisent eux-mêmes, dictent la loi, disent ce qu'il y a à faire? C'est vrai. Comment est-ce que le contrôle se fait dans le secteur du taxi? C'est les syndicats qui organisent, même avec le ministère des Transports, la prévention routière. Je prends le cas d'un carrefour que tout le monde connaît, entrée Terre Rouge. Là-bas, ceux qui contrôlent le contingent, c'est les mototaximens. Dès qu'on voit un nouveau visage, c'est eux qui viennent t'identifier en disant, ici nous savons que nous sommes 25. Toi, tu sors d'où? Donc, il faut nécessairement que le gouvernement copie le même modèle que dans les taxis. Mais la crainte que j'ai est qu'il y a une sorte de refus d'assomption de l'activité de mototaxi comme un métier. Peut-être à cause de son coefficient de risque élevé. Qui refuse de l'accepter? Je ne vais pas identifier... Les acteurs eux-mêmes ou bien l'État? Tout le monde. On a laissé grandir l'activité en se disant c'est temporaire, c'est précaire. On n'a pas organisé très tôt. Résultat des courses, lorsqu'on se rend compte qu'il y a pratiquement, on parle de 50 000 mototaxis au Cameroun, ça fait beaucoup. Comment est-ce qu'on va donc gérer tout ceci? Il y a 2 méthodes. Soit on assume et on structure, soit on n'assume pas et on interdit comme au Nigeria. On interdit comme en Chine.
Il y a eu beaucoup de mototaxis en Chine, mais à un moment donné, c'était devenu une poche d'insécurité, une poche de clandestinité. On a interdit. Mais dans les deux cas, il faut que quelqu'un décide soit d'accompagner, soit de ne pas accompagner. Mais moi, je fais partie de la branche qui estime qu'on ne devrait pas promouvoir une telle activité. Le taux d'accident, c'est une activité extrêmement accidentogène. Comment on fait pour faire la moto toute une journée? Inhaler le vent, tout ça. Ils se droguent pour tenir. C'est un secteur d'activité pour moi qui ne devrait pas être... Alors, docteur Ebou, tu ne l'as peut-être pas dit de cette manière-là, mais j'ai semblé l'entendre dans son propos de tout à l'heure. Il y a comme un pacte de non-agression qui existerait entre l'État et les conducteurs de mototaxi. C'est-à-dire je voudrais lui rajouter un peu de vin pour lui dire, lui qui est proche du parti au pouvoir, que j'ai suivi de la bouche d'un haut cadre de ce pays, rappeler que les mototaximans, que le président de la République était le premier mototaximan de ce pays. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on adoube, qu'on valide, n'est-ce pas, un secteur d'activité, et lequel secteur d'activité se reconnaît aujourd'hui en le président. Et donc, il y a donc cet adoubement politique qui fait qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, à demi-mou ou à demi-teinte, c'est un secteur d'activité qui accompagne logiquement la politique du président de la République, et la gouvernance locale est obligée de faire avec ce secteur d'activité-là simplement parce que, voilà, ils se reconnaissent en la figure tutélaire qui est le président de la République. Même si tel est le cas, docteur Ebou, est-ce que le président de la République demande aux conducteurs de moto de ne pas respecter la circulation routière? Vous avez des voies à sens unique, vous les retrouvez à contresens. Les gens qui ne veulent pas avoir des permis de conduire, les gens qui ne veulent pas s'équiper, avoir des chasubles, des casques et tout, est-ce que c'est parce qu'on est soutenu par le président qu'on devrait... J'ai fait mention d'un détail qu'on veut occulter. Comment on fait pour faire la moto de 6h à 18h en étant en santé, en étant lucide? Les vibrations avec les routes crevassées que nous avons en zone urbaine, ces gars se droguent. Et tout ce qu'on trouve, parce que ce n'est pas une activité humainement soutenable, son niveau de pénibilité est tel qu'un être humain normal ne devrait pas se livrer à cette activité. Donc moi je dis, toutes les récriminations que l'on peut faire, ou tous les justifs qu'on trouve à l'activité de moto, ont une origine structurelle. Les quartiers qui ne sont pas tracés, on a des quartiers hyper pénétrants, l'urbanité qui précède l'urbanisation. Les gens s'installent en ville avant même que l'autorité gouvernementale n'ait organisé la ville. Il faut qu'on prenne le courage d'aborder la question de mototaxi de façon frontale et de reconnaître que à tel endroit, le phénomène nous a échappé. Il faut recommencer à tracer les villes, à tracer les quartiers. Parce que les taximans ne se retrouvent pas dans les quartiers, pas à cause du manque de goudron, mais davantage à cause de la sinuosité des accès. Les gens vendent le terrain n'importe comment, les gens s'installent n'importe comment, ça crée tout ce que ça crée. La même problématique avait déjà été soulevée au niveau du ramassage des ordures. Comment on va ramasser les ordures dans des quartiers où l'accès est impossible? Donc, il faut qu'on regarde tout cela en face. Non, cela aurait pu être fait si ce secteur d'activité n'avait pas été l'objet d'une récupération politique. Vous comprenez? Le problème, c'est l'extrême politisation de ce secteur qui fait qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un meeting, vous savez, nous sommes à la veille d'une élection majeure, vous allez les voir circuler derrière des grands cortèges. Donc, le fait qu'on politise ce secteur d'activité fait donc que pour eux, c'est une forme d'adoubement du politique qui leur laisse un blanc-seing pour faire ce qu'ils veulent. Il y a une étude qui a été menée en 2021 par un enseignant de l'université de Ngaoundéré, Dr Joël Simplice Tchenche Simon, qui révèle justement ces problèmes, ces risques sanitaires que vous venez d'évoquer, l'exposition permanente des conducteurs aux aléas climatiques, le bruit, la pollution de l'air par les gaz d'échappement, tout cela cause des maladies. Maintenant, face à ce que nous vivons, au contexte actuel, est-ce qu'on peut infléchir la courbe? Est-ce qu'on peut penser à une régulation du secteur des mototaxis à ce moment précis, de manière efficace? Bien évidemment, Sévérin, mais je voudrais d'emblée indiquer que l'État a fabriqué un monstre.
l'État lui-même fabriquait un manche. Je me souviens au début des années 2000. Est-ce que c'est l'État qui a acheté les motos? C'est les particuliers qui ont acheté Je vais vous démontrer pourquoi. Et pour l'État, c'est du pain béni parce qu'il règle un problème de chômage ambiant. Vous-même, vous auriez fait cette affaire-là. Vous n'avez pas une solution. L'activité moto-taxi n'est pas seulement réservée aux chômeurs. Moi, j'ai fait près de 10 ans dans la ville de Douala. Au début des années 2000, il y a une personne de regrettée mémoire dont je ne citerai malheureusement pas le nom, qui a été pour beaucoup dans cette activité moto-taxi. Vous ne voulez pas parler de Madame la femme Françoise Fournier. Voilà. Bon, c'est vous qui l'avez cité. Dans lancement de Douala 5e, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce qui s'est passé, c'est qu'il était interdit aux agents de la police municipale et de la mairie de contrôler les pièces des moto-taximans. C'est-à-dire que l'impôt, ils ne payaient même pas d'impôt. C'est comme ça que cette activité a pris de l'ampleur, ça a commencé à Douala 5e. Mais à ce moment précis, ça a réglé un problème. Ce truc avait fermé, il n'y avait plus de bus, les quartiers la ville s'est étalée et donc il faut... Je crois qu'il voulait embrayer sur la politisation de cette affaire. Au-delà, justement, je vais en arriver, au-delà, il y avait plutôt des projets politiques qui visaient ici à non seulement à doubler le taximan, sauf que cette activité n'est pas seulement réservée aux chômeurs. À Douala, par exemple, vous vous rendez compte que pour une mobilité facile à Douala, beaucoup de personnes achètent une moto. Ça permet que lorsqu'il sort le matin, il peut faire son clando, il ramasse des passagers. Le soir, il le fait également. Et il y a même ceux-là qui travaillent, même les hommes qui travaillent, et quand il arrête le travail, il prend sa moto, il met la même activité. Il y a des étudiants qui font vraiment cette activité-là. Il y a maintenant des chômeurs. Et chômeur veut dire que vous avez quand même une qualification professionnelle, mais on n'a pas du travail, on n'a pas d'emploi décent. Et il y a maintenant ceux-là qui n'ont aucune qualification professionnelle, qui sont dans cette activité. Donc, il ne faut pas dire que l'activité moto-taxi est venue pour résoudre un problème de chômage au Cameroun. Non, parce que dans cette activité, on retrouve toutes les couches sociales. Travailleurs, non-travailleurs, chômeurs et même analphabètes. Maintenant, il y a un problème. Pourquoi ça survient que maintenant? Nous sommes à la veille d'une élection majeure dans notre pays et les moto-taxis représentent une masse... Ça ne survient pas maintenant parce qu'on se rappelle, le ministre de l'administration territoriale, il a fait partout, il a été à Bamenda, à Yaoundé, il parlait justement de la régulation de... Absolument. Ça, c'était bien avant cette année. Douala, le maire de la ville a lancé son opération, peut-être en ayant à l'esprit l'élection présidentielle, je ne sais pas, mais ce problème se pose. Ce que nous disons et nous remarquons, c'est qu'on n'a pas de solution au problème qui est posé. Les solutions, par exemple, tout à l'heure, Timothée parlait de l'exemple sur 2 pays en Afrique, mais au nord-ouest et au sud-ouest déjà, il n'y a pas de moto-taxi. Depuis que la crise a débuté, par exemple, mais les populations se déplacent. Arrivent à se déplacer. Moi, j'étais au sud-ouest récemment. Est-ce qu'on peut penser... Les populations arrivent à se déplacer. On peut penser... Elles arrivent à se déplacer. La ville de Yaoundé, Douala, elles se déplacent à Boya, par exemple, sans moto. Il n'y a aucune moto à Boya. Je vous dis, moi, j'étais à Boya il y a 2 mois. Aucune moto ne circule dans la ville de Boya. Oui, Boya, d'accord, mais est-ce qu'on peut penser Yaoundé, Douala sans moto? On peut penser Ngaoundéré, Maroua sans moto? Il faut différencier les villes qui elles-mêmes ont structuré leur modèle de transport urbain comme Boya, qui a un système de transport par taxi, et les villes qui n'en ont pas. Parce que dans les 2 cas, on mesure l'importance de la population des motos. Mais une fois de plus, on refuse de voir les choses en face. Le gouvernement ou l'administration, de manière globale, a l'habitude d'appeler même les chefs traditionnels des assistants de l'administration. On peut associer ces gens dans la structuration des mototaximens. Il y a divers mécanismes. Ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas structurer ce secteur. Il y a plusieurs mécanismes qui permettent aujourd'hui que l'État, en un claquement de doigts, résolve le problème. Le problème pour l'État, c'est d'abord la communication. On s'adresse, dans la plupart des cas, à des gens qui ne connaissent pas nos codes de communication. Donc, il faut y trouver des leaders. C'est pour ça que Timothée parlait à juste titre des communautés de motos qui s'auto-régulent. Il faut trouver des leaders au sein de ces communautés. Sinon, dans des quartiers, on peut trouver des chefs traditionnels qui jouent ce rôle. Mais une fois de plus, on revient sur la seule chose. Ailleurs, dans les pays qui sont développés, laissons les affaires de moto. Le syndicat a un rôle central. Pourquoi est-ce qu'on permet que quelqu'un achète la moto à 10h et à 10h05 se retrouve en route sans qu'il ne soit inquiété par qui que ce soit? Ce n'est pas normal. Ils ont tous un point de stationnement où on doit pouvoir mettre soit un mototaximan
qui est leader de la communauté soit un chef traditionnel qui ne manque pas dans tous les quartiers. Je vous assure qu'à l'heure où on parle, ce problème est très, très dangereux. Pourquoi? Parce que l'éducation d'un enfant, c'est dès le bas âge. C'est-à-dire qu'on aurait pu sévir il y a plus de 20 ans. Actuellement, si vous tentez, si l'État essaye peut-être de caresser davantage les moteurs dans le sens du poil, je crois qu'ils vont davantage se conforter dans leur laisser-aller. Et si l'État essaye d'utiliser des mesures de répression, nous allons là vers un soulèvement populaire. Je pense qu'on ne peut pas parler de répression pour l'instant. Il s'agit d'abord de l'identification, qui est un élément central, connaître qui est ici et qui est de l'autre côté. Comment vous allez dans l'identification? C'est pour ça que j'ai cité tous. Il y a un détail. On a essayé ça à Douala avec les chefs traditionnels, ça n'a pas marché. Il y a un détail. Déjà, je ne suis pas fataliste. Je suis d'accord avec Frégis, on peut réguler. Mais il y a un problème. Il y a le transport par moto diurne qui est facilement régulable. Oui. Il y a le transport par moto nocturne. Qui est autre chose. On sait que l'administration publique au Cameroun ne travaille pas la nuit. Oui. Et la plupart des travailleurs qui font la moto comme activité parallèle, c'est la nuit. Et c'est là où des questions de sécurité, d'agression et autres se présentent. Et pourtant, ceux qui font la moto dans la nuit, généralement, leurs motos ont les papiers. C'est soit des hommes en tenue, soit des vigiles, soit des ingénieurs. On retrouve tout le monde dans le secteur de la moto. Donc, pour l'instant, comment réguler? Travailler avec les communautés de moto-taxi, travailler avec les populations. Mais il faut réguler en ayant pour objectif la fin de l'activité. Et pour la fin de l'activité, il y en a qui pensent que c'est à l'État de faire revenir les bus, d'organiser le transport public. C'est vrai, les motos-taxis donnent un coup de main, ça ne doit pas être l'activité principale dans le transport public. Et puis l'État, il y en a qui estiment aussi, peut-être que vous allez donner votre opinion là-dessus, l'État gagnerait à fermer un peu le robinet pour l'importation des motos. Dans la position de l'État, il ne faut pas qu'on se trompe. Quand on dit l'État, peut-être qu'ils peuvent comprendre, comme si on dit que le délégué régional, délégué départemental se déploie sur le terrain. On peut travailler avec les opérateurs économiques. Et d'ailleurs, pour vous rassurer, l'État n'a pas l'intention de fermer le robinet parce qu'on a signé un contrat avec une entreprise coréenne qui va nous importer les motos et qui envisage à terme d'ouvrir une usine d'assemblage. Donc, on va perdurer dans cette voie qui, malheureusement, pour mon cher ami Timothée, ne sera pas finie immédiatement. Mais le vrai problème, c'est d'avoir une approche progressive. Si on procède par identification, je prends un exemple pour les mariages collectifs. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a permis à des gens qui, pour une raison ou pour une autre, pour des questions d'argent ou pour d'autres questions, ne voulaient pas aller se marier. On a dit, bon, on organise le mariage pour vous, on met toute la structure qui peut-être devait vous coûter cher pour vous encourager à le faire. Excuse-moi de te couper vraiment. Tu es dans le nœud du problème. C'est que les gars refusent de s'identifier. Et pourquoi? Le titre de mutation était bien. Oui, le frein. Le frein des motos-taximans. Comment on fait pour identifier des gars qui parfois conduisent la même moto à 3-4? C'est pour ça qu'ils refusent de s'identifier. Parfois, vous avez un moto-taximan qui lui-même est déjà bailleur d'une autre moto. Oui. Donc, c'est un secteur d'activité. Si on ne se dit pas que dans 10 ans, on ne devrait plus avoir de transport par moto-taxi, on va se retrouver envahi. Le Nigeria a procédé comment? Le Nigeria a décidé de ne pas punir les moto-taxis. À Lagos, on punissait tout usager que l'on retrouvait assis sur une moto. C'est lui qui payait l'amende. La Chine, dans un système où l'État est plus fort... avait des mesures compensatoires, parce qu'on ne te dit pas, on ne t'empêche pas de prendre la moto pour marcher. Oui, c'est pour ça que j'ai dit... Il fallait des mesures on doit être d'accord que dans 10, 15, 20 ans, la moto ne doit plus exister. Mais on régule ceux qui mènent l'activité en ce moment. Je suis triste de savoir qu'on va plutôt signer un contrat avec quelqu'un qui va venir assembler. C'est signé déjà, les motos arrivent. Ça me fait mal. C'est comme si nous on prêche dans les déserts. Alors, ce mode de transport reste diversement apprécié, vous l'avez constaté vous-même autour de cette table, car les acteurs entretiennent une polémique sur son interdiction et sa législation, mais il reste un acquis informel à préserver pour plus d'efficacité. Entre utilité sociale et sécurité des citoyens,
et il faudra pouvoir choisir. Parce qu'à la fin, c'est la vie des êtres humains qui parfois est mise en danger, etc. Il faudra choisir. Ce que je comprends en vous écoutant, c'est que la solution, ce n'est pas pour demain. Oui, moi je crois que nous reconnaissons que c'est une source alternative d'emploi. On parle d'alternative parce qu'il n'y en a pas. Ceux qui s'y retrouvent, ce n'est pas parce qu'ils sont passionnés de moto, obligatoirement. C'est certainement parce qu'ils y voient un moyen de gagner un peu d'argent honnêtement pour survivre. Maintenant, il y a effectivement cet enjeu de régulation. Il faut réguler. Parce qu'au-delà de tous les aspects qui ont été évoqués ici, il y a même le souci de la préservation de la qualité de notre urbanité. Regardez à quoi ressemble Yaoundé-Douala aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui parmi les capitales les plus laides capitales en Afrique noire au sud du Sahara. Ça ne ressemble à rien du tout du fait de ces motos qui traversent. Donc, je crois, pour sortir en termes de solutions qui, pour moi, peuvent sembler efficaces, c'est d'impliquer, de développer des approches davantage intersectorielles, d'impliquer des communautés, au-delà des syndicats que l'on a évoqués tout à l'heure, des commissariats sectoriels, des communautés urbaines, des mairies. Parce que je ne comprends pas très bien. Pendant longtemps, on nous a pourtant dit que ce sont des mairies qui organisaient leur quartier ou leur arrondissement avec ces gens-là. Mais de plus en plus, vous vous retrouvez avec des motos qui partent d'un arrondissement à un autre, en plein centre-ville, sans que cela n'émeuve personne. Donc, je crois qu'il faut peut-être aller dans le sens de responsabiliser les mairies, de manière à leur donner, à les amener à prendre conscience du rôle qu'ils doivent jouer dans la régulation de ce secteur d'activité-là, de manière à ne plus nous embrouiller les capitaux comme on le voit aujourd'hui. Il y a une moto VIP qui s'est installée. Moto vous VIP. êtes un cadre d'administration, vous achetez une moto, votre fonction publique fait que le préfet ne peut pas vous refuser l'autorisation de circuler. Vous obtenez votre autorisation de circuler et vous recrutez un gars qui ne fait pas la moto dans le quartier. Il reçoit ses commandes en ligne pour de longs trajets en plein centre-ville. Remarquez bien les motos qui roulent en plein centre-ville. Elles sont propres, le gars a le casque, et il respecte les mesures de sécurité. Mais voilà une autre manière de faire le mototaxi qui se développe, peut-être sans que le gouvernement ne soit au courant. Donc vous voyez à quel point cette activité, si on la laisse perdurer, peut créer des problèmes. En guise de solution, en 10 secondes, je pense qu'il faut déjà revoir l'impôt des communes. Au niveau de Yaoundé, par exemple, lorsqu'une moto paye l'impôt à Yaoundé 5, elle est interdite de circuler à Yaoundé 4. Il faudrait permettre aux motos, justement, peut-être que c'est aussi une manière de les amener à adhérer davantage à l'identification. Lorsque un mototaximan a payé l'impôt à Yaoundé 3, que ça lui donne le droit de circuler dans toute la ville. Ah, vous voulez les voir partout? En dehors des zones interdites comme la pause centrale. Vous partez de Colbisson, vous traversez la pause centrale. En dehors des zones interdites. Nous ne sommes pas à Ouagadougou, quand même. Moi, j'ai une solution globale qui permet d'assurer l'emploi et en interdisant le mototaxi. À l'heure actuelle, le Cameroun a un problème de route carrossable et nous ne produisons pas le bitume. La solution que je propose, en regardant cette fois la caméra, c'est de se lancer dans un vaste projet IMO d'aménagement des routes avec les pavés. Le système d'aménagement des routes avec les pavés va donc absorber tous ces 50 000 jeunes ou 100 000 qui pratiquent la moto, qui viendront soit fabriquer les pavés et arranger les routes avec le mécanisme des pavés. Et ce mécanisme résout un autre problème écologique. Cette initiative est déjà en cours à Yaoundé 2e, si je ne me trompe pas. Voilà. Le maire de Yaoundé 2e a entrepris la fabrication des pavés pour sa commune. Oui, bien sûr. Et il a carrossé plusieurs axes de sa commune avec les pavés. Parce que si vous dites à tous les gars qui font le mototaxi qu'il y a un emploi quelque part qui peut leur permettre de vivre en ville dignement, ils vont abandonner. Aucun mototaximan ne pratique cette activité de gaieté de cœur. Voilà, c'est l'équipe avait déjà entamé ce projet-là depuis des années, pour François Fourni. Le 9 mai 2025, le système des Nations Unies au Cameroun et l'ECAM ont signé le document de projet de l'assistance technique des Nations Unies au cycle électoral 2025-2027 au Cameroun. Sa publication sur le site des Nations Unies est intervenue le 5 juin 2025, à la suite, écrit le quotidien Le Jour, d'une revendication tonitruante des partis de l'opposition. Le projet d'assistance technique s'étend sur une période de 30 mois pour un ensemble de besoins chiffrés à environ 3,3 milliards de francs CFA. Il couvre
le renforcement des capacités institutionnelles, notamment celles de l'ECAM, la promotion de la participation citoyenne et la contribution à la création et au maintien d'un environnement de confiance et de sérénité entre les principaux acteurs électoraux. Alors, quelle appréciation faites-vous déjà de cette assistance qu'offre l'ONU à l'ECAM, Frégis? Bon, parce qu'on l'a lu dans les journaux, hein, il y en a qui estiment que non, l'ONU n'a pas à s'ingérer dans les affaires politiques du Cameroun. Le quotidien Le Jour, notamment, il a donné la parole à un membre de la société civile qui estime que l'ONU devrait jouer à ce qui est la transparence au Cameroun. Mais vous dites quoi? Oui, j'ai été étonné par cet accord entre l'ONU et l'ECAM, surtout dans un secteur où on n'avait pas beaucoup vu l'ONU, sur les questions de transparence électorale en particulier. J'étais un peu déçu d'abord parce que j'ai de très mauvais souvenirs. Mais le système des Nations Unies a toujours accompagné le processus électoral au Cameroun. Oui, à un certain niveau. Mais cette fois que une convention soit signée à renfort de publicité, c'était une grande surprise pour moi. Et je le dis, j'ai d'autant plus été surpris que mes souvenirs du rôle de l'ONU en Afrique sont très mauvais. Je me souviens que sous d'autres cieux, je prendrai le cas du Rwanda, des pays du Sahel, bien sûr, où l'ONU avait des raisons de se donner du crédit. On n'a pas vu l'ONU dans le cadre de la guerre, du conflit ethnique entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda. On a vu l'implication de l'ONU. C'est aujourd'hui clairement défini que l'ONU n'a pas joué son rôle dans la résolution de ce conflit. Et je prends d'autres pays. Je pense que dans beaucoup de pays du Sahel aujourd'hui, certains ont pris l'initiative courageuse de totalement se mettre en marge des activités de l'ONU. Donc ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre processus? Est-ce que sincèrement on pense qu'aujourd'hui, l'ECAM, dans sa structure actuelle, ne sait pas organiser les élections? On a quand même un long passif et on peut se dire qu'on a une expérience en matière d'organisation. C'est juste l'accompagnement de d'organisation. l'ECAM. Ce n'est pas parce que l'ECAM ne sait pas faire son travail, mais c'est l'accompagner. Oui. Par exemple, le renforcement des capacités, le personnel de l'ECAM, à ce moment, il faut bien qu'on renforce ses compétences. Oui, je pense que souvent, les pays africains ont eu la sagesse de se serrer les coudes. On peut prendre des expériences ailleurs. Au Cameroun, par exemple, dans certains secteurs, comme je prends mon secteur qui est le secteur des transports. Ouais. Certains pays viennent au Cameroun. Je prends le Nigeria, par exemple. Son Conseil national des chargeurs est venu au Cameroun pour demander comment ça se fait. Montrez-nous comment on fait pour qu'on aille le reproduire chez nous. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller à l'ONU pour demander comment on fait pour organiser des élections? C'est une question pertinente. C'est peut-être l'ONU qui a offert ces services, mais bon, enfin, on va continuer. Comment vous percevez cette aide, cette assistance technique? Bon, moi, je ne peux pas rentrer dans la suspicion généralisée qui voudrait qu'on se méfie toujours de l'ONU. Ce n'est pas l'ONU qui vient organiser les élections au Cameroun. Et la Convention est suffisamment claire sur le rôle que l'ONU va jouer. Voyez-vous, l'ECAM est une structure publique, comme toutes les autres structures publiques du Cameroun, qui peut avoir des exigences ou des ambitions dépassant son budget. Dans son souci d'optimisation de ses capacités, l'ECAM s'est dit, puisque les Nations Unies ont un titre réservé à la promotion de la démocratie et que les Nations Unies financent les États désireux de leur accompagnement pour l'amélioration de leur système électoral, pourquoi ne pas aller quérir ce financement qui va nous permettre de renforcer les capacités de notre personnel, de redorer la logistique organisationnelle? On a vu que l'ECAM venait de se doter d'un parc logistique de kits. C'est autant de choses que l'ONU va faire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on n'organise pas un cycle électoral comme le nôtre sans besoin d'un regard extérieur. Parce que voyez-vous, le processus électoral a ceci de particulier qu'il a besoin d'une certaine reconnaissance internationale. Qui de mieux que les Nations Unies, qui représentent l'ensemble des pays du globe, pour venir donner un saut, soit dépréciatif, il y a les autres observateurs qui viennent d'ailleurs aussi. Ils viendront.
ce n'est pas Pas seulement mauvais. de l'ONU. Ce n'est pas mauvais. Et puis, ce n'est pas une mission militaire comme les MONUSCO, dont on a vu les exactions ailleurs. Ça, c'est purement un volet administratif qui, pour moi, méritait d'être salué. Et je salue beaucoup cette approche de l'ECAM qui, depuis un certain temps, ne vient pas jouer l'institution parfaite. Et l'ECAM, aujourd'hui, montre que dans mon système, j'ai quelques faiblesses et j'ai justement besoin de la participation et des partis politiques et de certains bailleurs de fonds comme les Nations Unies. Et des médias. Et des médias pour améliorer le système électoral, pour le rendre plus inclusif et pour le rendre plus fédérateur. Parce que le gros problème du système électoral camerounais, c'est parfois l'absence de consensus entre les différentes parties prenantes. C'est aussi parfois le manque de respect des lois. Je sais que ces dernières années, on a tapé sur l'ECAM pour non-respect d'un certain nombre de cadres législatifs. Et je pense que pour cette structure qui aujourd'hui s'est attachée les services de l'ONU, elle doit aussi donner une grande attention au cadre légal qui est déjà établi. Et on sait très bien, mon ami Timothée ne va pas me démentir, qu'aujourd'hui la loi électorale est une loi qui mérite des améliorations, mais qui en soi, aujourd'hui, a des raisons de se féliciter. Donc il faut que l'ECAM fasse des efforts de respecter la loi pour déjà montrer aux Camerounais au moins qu'elle veut avancer dans le cadre... Une petite précision à ce niveau. l'ECAM n'est pas le juge d'appréciation de la loi. l'ECAM l'applique. Et je vois de façon subliminale la fameuse question de la liste nationale. Mais il faut à un moment donné que nous restions lucides tous. La liste nationale est sur le site de l'ECAM, la fameuse liste. J'entends les gens dire il y a des doublons, c'est pour ça. Qu'est-ce que les gens veulent? C'est qu'on compile toutes les listes communales dans un document unique. C'est déjà sur le site. Revenons sur le projet d'assistance technique je veux du système des Nations Unies en 30 à secondes. l'ECAM. Lorsque vous tapez votre nom sur le site de l'ECAM, n'importe qui, moi j'ai déjà fait l'expérience, si vous tapez votre nom et qu'il ne paraît pas sur deux listes, ça veut dire qu'il n'y a pas de doublon. Quel est donc le Camerounais qui a tapé son nom et son nom a apparu sur deux listes? Je pense que la signature de cette convention vient davantage crédibiliser l'ECAM, Election Cameroun, en ce sens que c'est une assistance technique, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, qui va de 2025 à 2027. Et il faut indiquer ici que cette convention intervient après une mission des Nations Unies au Cameroun qui est intervenue en juillet 2024. Pendant 12 jours, les émissaires du secrétaire général de l'ONU ont consulté les acteurs de la société civile, les partis politiques et de l'opposition et un bon nombre d'acteurs, les responsables de l'ECAM également. Et cette convention faisait partie des recommandations issues de cette consultation de 12 jours-là. Donc, ça veut dire que les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, qui aujourd'hui en font débat, pouvaient s'y attendre déjà qu'il y aurait un accompagnement de l'ONU dans ce processus électoral. Maintenant, vous mettez toujours en doute les compétences de l'ECAM, vous rejetez toujours le propos sur l'ECAM quant au rendement qui est le sien. Sauf que l'ECAM a donc décidé, et je salue l'initiative du directeur général ici, de se faire accompagner par une institution internationale qui est garante de la paix mondiale, les Nations Unies. Et pour dire que l'élection présidentielle à venir, et les élections qui suivront, municipales, législatives et autres, là, seront non pas sous le joug des Nations Unies, mais vont bénéficier d'un accompagnement. Et cet accompagnement qui est technique repose par exemple sur le renforcement des capacités du personnel de l'ECAM. Les Nations Unies ne vont pas envoyer des émissaires, des scrutateurs dans les bureaux de vote. Ils ne vont pas faire le dépouillement. Ils ne vont non plus mener la campagne pour un parti politique. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens prendraient plutôt peur de cette convention qui est signée. Une lettre ouverte de Alain Bouchan, qui est acteur de la société civile camerounaise, a été relayée par le quotidien Le Jour. Cette lettre est adressée au secrétaire général des Nations Unies. Elle met en surface les inquiétudes que soulève le projet tripartite et l'ECAM ONU-PNUD. Le projet dispose d'un financement qui n'atteint que 31% du budget estimé, c'est ce que dit l'auteur en question. Un tel montant peut être perçu comme insuffisant pour garantir la mise en œuvre efficace des activités planifiées, affectant ainsi l'intégrité du processus électoral.
Donc, selon M. Bouchang aussi, l'absence d'une évaluation rigoureuse des ressources nécessaires est ici perçue comme une non-conformité avec les meilleures pratiques des Nations Unies et alimente le scepticisme des citoyens quant à la réelle volonté de promouvoir des élections libres et équitables. J'ajoute la perception d'une ingérence des Nations Unies dans un environnement électoral déjà tendu et préoccupante. L'engagement avec un organe perçu comme étant biaisé, il parle ici de l'ECAM, est en train d'exacerber les tensions. Voilà ce que pense un acteur de la société civile. Voilà un peu le regard aussi de certains partis politiques par rapport à cette affaire-là. Est-ce qu'on finira par sortir? Moi, je regarde cette initiative avec beaucoup de suspicion. D'abord, en qualité de panafricaniste, nous pensons que un processus électoral dans un pays comme le nôtre doit être essentiellement inclusif. Et l'inclusion ici suppose ou présuppose que l'ECAM, qui est l'organe technique en charge de cette élection, devrait s'entourer de toutes les parties prenantes qui prennent part à cette élection-là de manière justement à écouter leurs doléances pour trouver un consensus minimal. Mais cela est fait, docteur, cela est fait dans le cadre de consultations régulières avec les partis politiques, c'est ce que je veux dire. Avec les médias, avec les autres acteurs du processus électoral. Vous écoutez très bien des partis politiques aujourd'hui qui continuent de se plaindre de ce qu'un certain nombre de leurs plaidoyers n'ont pas été pris en compte. Donc, allez convoquer l'ONU. Je suis entièrement d'accord avec... Est-ce que c'est l'ECAM, par exemple? Je vous coupe pas. L'argument qui est ce qu'on demande la réforme du code électoral. Est-ce que c'est à l'ECAM de voir la réforme du code électoral? Non. La plateforme des partis politiques, les 7, il y a le PCRN, je crois, il y a le PCRN, il y a l'UDC, le MP, le SDF, l'UMS, l'UDSP. Oui. 7 partis politiques qui demandent, et il y a des membres de la société civile, qui sont engagés pour la réforme participative et consensuelle au système électoral. Est-ce qu'on ne s'adresse pas à la mauvaise personne? Est-ce que c'est à l'ECAM de modifier le code électoral? Je voudrais poursuivre en disant que le fait qu'on aille brandir l'ONU aujourd'hui pour venir adouber un processus électoral en cours ici, moi, me pose d'énormes problèmes. Et Frégis a commencé à le dire. L'ONU ne nous rappelle pas beaucoup de bons souvenirs en matière d'ingérence dans le système démocratique et électoral en Afrique. Moi, j'ai un exemple. Un titre préventif chez nous? Non, je ne crois pas. Il y a eu en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand j'écoutais Timothée et mon jeune frère tout à l'heure, Freddy, j'ai eu très mal. J'ai eu en mémoire les 3000 morts de Côte d'Ivoire. Et vous savez le rôle que l'ONU a joué de ce côté-là. Vous savez très bien le rôle que l'ONU a joué lors de l'élection préélectorale. Le problème là-bas, je vous en prie. L'ONU détenait la prérogative de certification. Oh. Non, c'est un échange, David. Il faut me laisser continuer. Et donc, pour dire qu'aujourd'hui, au moment où, justement, nous sommes engagés dans un processus de souverainisation, d'autonomisation et d'inclusivité dans la fabrique de nos États, parce qu'il s'agit de cela, il y a que, on regarde avec beaucoup de suspicion, une forme d'ingérence extérieure qui arrive à un moment où nous n'arrivons pas à nous accorder sur comment gérer une élection qui arrive, une élection comme celle-là qui arrive et qui, pourtant, aurait pu se faire de la plus simple des manières, en faisant asseoir toutes les parties prenantes autour d'une table et en leur disant, voici ce que nous comptons, voici ce que nous escomptons, et que chacun y apporte du sien pour justement que cette élection soit entourée de la paix que l'on veut. Donc, Séverin, il y a que, fort du passif que l'on connaît de cette ONU dans l'ingérence des processus électoraux en Afrique, je ne vois pas très bien en quoi aujourd'hui cela peut nous réjouir, parce que cela est toujours teinté de ce même narratif qui veut qu'on accompagne l'aspect financier, l'aspect technique, l'aspect partenarial, mais in fine, quand arrivent finalement des problèmes, on se retrouve avec cette même ONU qui vient simplement asseoir ses intérêts à partir justement de la même convention que vous êtes allé leur convoquer. Donc, non, je crois qu'il y a beaucoup de suspicions et j'invite des acteurs qui continuent à critiquer cette affaire-là, à regarder de très près cette histoire pour se dire que nous sommes aujourd'hui un pays qui a beaucoup d'avancées dans plusieurs secteurs. On n'a pas besoin d'aller convoquer une institution étrangère pour venir nous dire comment est-ce que on devrait aller surprendre, David, je vais vous surprendre parce que nous avons cité la lettre ouverte d'Alain Bouchang qui a été publiée par le quotidien. Mais dans cette lettre, suivez bien, l'acteur suggère que les Nations Unies s'engagent activement
avec les vérificateurs actifs des résultats, les VAR. C'est l'initiative d'Abdourahmane, qui a pour but d'assurer la transparence et l'intégrité des résultats électoraux, un mécanisme neutre de consultation et de contrôle citoyen qui pourrait non seulement apaiser les tensions, mais aussi renforcer la confiance de la population envers le processus électoral. Nous avons déjà des institutions, je sors par là. Nous avons déjà des institutions ici. Nous avons un certain nombre de mécanismes qui peuvent, au plan interne, nous permettre de garantir un minimum de transparence au cas où effectivement les acteurs, les différentes parties prenantes sont d'accord sur le jeu. Donc, ce que je dis, c'est que le fait d'aller convoquer une partie extérieure peut plutôt venir attiser des suspicions qui, si elles arrivent à se matérialiser, tout le monde jettera son regard sur cette entité extérieure en se disant en réalité, c'est parce que nous étions déjà engagés sur ce processus-là qu'on est allé chercher l'ONU. En même temps, on ne comprend donc pas que la société civile alimente la suspicion autour de la participation de l'ONU à notre processus électoral. Et en même temps, on demande que cette ONU puisse apporter des changements majeurs. Il y a un problème qui se pose dans mon esprit. Justement, c'est vrai, c'est parce que la communication n'est pas biaisée sur la question. Ne faisons pas de procès d'intention, ni à l'ECAM, ni à l'ONU. Quels sont les faits? Les faits, c'est qu'il y a une convention qui est rendue publique, qui en aucun moment ne fait intervenir les Nations Unies dans le processus électoral. Eux, ils vous disent qu'on a vu ça ailleurs. Ça peut être un moyen de s'ingérer dans le processus électoral. Ça peut être un moyen. C'est ce qu'ils disent. En Côte d'Ivoire, la charte d'organisation des élections qui avait mis la Constitution ivoirienne entre parenthèses était claire. Le Conseil constitutionnel ivoirien proclamait les résultats qui avaient au préalable été certifiés par les Nations Unies. Au Cameroun, on n'a pas demandé à l'ONU de venir certifier ou vérifier notre processus électoral. On considère l'ONU comme un expert qui va capabiliser l'ECAM à pouvoir organiser tranquillement ces élections. C'est là le problème. C'est là le problème. Je prends le fils du bac aujourd'hui qui organise le baccalauréat. On se rend compte que dans l'organisation du baccalauréat, il y a des failles. Le GC Board, qui lui, pour l'instant, n'en risque pas de failles, décide de capaciter l'office du bac à mieux organiser le bac. Ça ne suffit pas que c'est le GC Board qui va venir organiser le bac à la place de l'office. Donc, et c'est pour ça que je salue la publicisation de cette convention, afin que nul n'en ignore. Non, les termes sont clairs et sans équivoque. C'est que nous voulons, c'est que je vais dire, Timothée. L'ONU, ce n'est pas la première fois qu'elle est comme si une convention avec une organisation internationale. En 2018, elle a bénéficié de l'accompagnement du Commonwealth, par exemple, de l'Union africaine même. L'Union européenne également. Mais la francophonie. De la francophonie, merci. C'est pourquoi la convention actuelle pose autant de problèmes. On se pose la question de savoir de quoi ont-ils peur. Les 16 acteurs politiques qui ont peur. Ou alors qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est ça qui met la question de cette convention. De quoi ont-ils peur? Disons que les questions qu'on doit se poser sont simples. Est-ce que l'ONU est une structure qui organise des élections? Non. Est-ce que le Cameroun, pour renflouer les caisses de l'ECAM, pour financer les élections, avait besoin de l'apport de l'ONU? Non. Voilà. Moi, je réponds par oui. Mais l'accompagnement technique et autres, là, c'est quoi? Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. L'ECAM dans son fonctionnement interne. D'accord. Est-ce que vous avez lu le communiqué après la convention? D'accord. Est-ce que pour renforcer les capacités de l'ECAM, on avait besoin de s'attacher les services de l'ONU? Oui. Pourquoi pas? Non. J'ai dit non, pourquoi? J'ai dit non, pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement où, dans un contexte comme celui-ci, qui est déjà chargé de suspicion. Chargé de suspicion. Il y a des partis politiques qui sont menacés d'exclusion du scrutin pour diverses raisons. Il y a même au sein de l'appareil de l'État des membres du parti au pouvoir qui s'attaquent à la légitimité et la légalité de leur chef de leur président de parti. Donc, on est déjà chargé, dans un environnement chargé de suspicion. S'il faut s'attacher maintenant les services d'une structure non moins importante, mais qui a un passif... C'est une structure d'accompagnement.
mais qui a un passif douteux. C'est comme si vous dites le c'est comme si que redoutez-vous des nations? Justement, je vais vous dire, moi je réponds. Il y a juste à rappeler moi, je vais répondre. C'est comme si vous êtes dans un environnement où on vous dit qu'un ancien braqueur qui aujourd'hui a fait vœu de ne plus jamais braquer est dans votre quartier. Il pose la question, mon ami Timothée, que redoutez-vous? L'ONU, c'est ce qu'on appelle techniquement dans les relations internationales une communauté internationale, vous le savez. Et vous savez qu'il n'y a pas qu'une communauté internationale. Chaque fois qu'on parle de communauté internationale, on fait référence à l'ONU parce qu'il y a là-bas des puissances qui dictent la marche du monde. Mais en réalité, il y a des communautés internationales. Vous savez que la CEMAC est une communauté internationale, la CIA c'est une communauté. Donc il y a des communautés internationales. Maintenant, j'intègre l'aspect de rapport de force. Quand on va impliquer l'ONU dans une élection aussi majeure, remplie déjà de suspicions, comme l'a rappelé Frigis tout à l'heure, il y a donc des doutes qui font que l'ONU n'est pas impliquée dans l'élection. On est d'accord, là-dessus. Mais pourquoi le faire actuellement, à ce moment où on est déjà... La question qu'on pourrait vous renvoyer, Timothée, c'est que est-ce que nous n'avions pas les moyens de créer un consensus minimal à l'intérieur du Cameroun entre différentes parties qui prendront part à cette élection sans avoir besoin d'un apport extérieur? Est-ce que cela aurait été capable? L'accompagnement de l'ONU n'occulte, n'obscure pas, n'a aucun préjudice sur le consensus que l'ECAM veut créer. Je vous ai pris l'exemple banal. Il y a un expert qui est et tu as besoin de renforcer tes capacités. Tu sollicites l'expertise de l'expert, mais l'expert n'intervient en rien dans ton fonctionnement, en rien du tout. Il n'y aura même pas les observateurs de l'ONU lors de l'élection, parce que la Convention ne l'a pas prévu. Non, les thèmes sont clairs. Les thèmes de la Convention sont clairs. Nous vous disons qu'on aurait pu se passer de cette initiative, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres enjeux qui font que chaque fois qu'un acteur qui traîne un passif aussi belliqueux, aussi suspicieux comme l'ONU intervient quelque part, alors il y a tous les ingrédients qui sont mobilisés pour qu'on aille finalement vers un des autres. C'est une manière pour les CAM de vous répondre. Parce que vous remettez tellement en doute sa compétence et son impartialité. Et les CAM vont chercher un acteur international dont la mission première est de promouvoir la paix. Les Nations Unies. Non, je pense que nous restons là nous sommes donnés quand même les moyens de nous fouetter, de nous taper dessus, parce que c'est depuis longtemps qu'on sait qu'on a une échéance électorale à organiser. On aurait pu prendre des mesures de capacitation avant. Le faire, une fois de plus, à la veille des élections, n'empêchez pas aux gens d'avoir du doute. Le contexte n'est pas le bon. On a des structures indépendantes, des cabinets privés qui ont les compétences de former l'ECAM dans le sens voulu. C'est eux qui vont former l'ECAM. L'ONU va juste payer. J'ai parlé d'argent tout à l'heure, vous avez refusé. Je pense qu'aujourd'hui, si on savait qu'on aura besoin d'argent pour financer l'ECAM, on aurait pu se passer d'un stade parmi ceux qui ne sont même pas homologués pour prendre l'argent là et financer la restructuration, la capacitation de l'ECAM. Je pense que on s'est donné le moyen. Mais Félix, vous érigez en chef de l'État garant de définir la politique de la nation. Non, en tant que citoyen, j'ai le devoir et le droit de donner mon point de vue sur la manière dont les choses sont gérées. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci beaucoup pour ces contributions qui nous permettent d'avoir des avis sur les sujets qui étaient inscrits au débat. Merci à vous qui prenez la peine de regarder l'émission chaque dimanche soir. Merci également à toute l'équipe qui entoure le réalisateur Nathan. Merci à toutes les dames qui sont derrière les caméras, à vous qui êtes à la régie. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.